Ceci a 30 ans, les amis. Ceci a 30 ans. Presque le même âge que moi. Et c'est en meilleur état que moi, je crois. Ouais, elle est bien Et conservée. justement, c'est un anniversaire iconique. Ceci, pour les plus jeunes peut-être qui ne connaissent pas. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais c'est la première PlayStation. Elle est sortie il y a 30 ans. Elle fête donc un anniversaire marquant pour le jeu vidéo. Et justement, Cassim, tu vas revenir un peu quand même sur cet événement et nous mettre quand même pas mal de nostalgie dans la figure. C'est ça. Je te passe la play. Mais bien sûr, passe-moi la play. Je sais pas pourquoi. Ça faisait pub, ouais. Alors déjà, je vous propose, pour commencer cette chronique, je vous propose de vous prendre effectivement une bonne dose de nostalgie avec un son. Ah, j'aime trop. Ça, c'est du sound design. Et alors ça c'est un écran vraiment qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, puisque c'est l'écran de démarrage de la première PlayStation, et c'est aussi l'écran qui a fait stresser pas mal de gens, puisque c'était le moment où on ne savait pas si le jeu allait se lancer ou non, ou si vraiment la lentille de la console était définitivement morte. C'est donc ce qu'il faut effectivement, Bogdan vient de faire quelque chose. Bogdan Attention, sort ma chronique en vous montrant évidemment, en ouvrant ce capot. Alors il faut savoir que c'est ma PlayStation, donc c'est pas sorti qui a de vraiment BC. 30 ans. Ouais, elle a vraiment 30 et donc elle se fait vieille, elle est toute usée, elle est un peu toute voilà, et du coup on ne peut plus une fois qu'on l'a fermée. Oh, ça c'est permet. bon. Non, il y avait que moi qui l'ai cassé. C'est réparé, tout Le bien. capot en général ne peut plus se refermer. Comme quoi, l'obsolescence programmée, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, effectivement, la PlayStation a 30 ans et je voulais lui consacrer une petite chronique dans Unlock, puisqu'on parle quand même d'une console qui s'est écoulée à 100 millions d'exemplaires dans sa vie. Ça en fait l'une des consoles les plus populaires de tous les temps. Alors qu'on parle de la toute première console de jeu de Sony, donc dès leur première console de jeu, ils ont réussi à vendre 100 millions d'exemplaires. C'est pas mal. Elle a été lancée, c'est pour ça qu'on fête ses 30 ans, en 1994 au Japon. Mais nous, en Amérique du Nord et en Europe, on l'a connue que fin 1995, parce que ça aussi, c'est très typique du jeu vidéo de l'époque. Le jeu vidéo était d'abord japonais, et surtout, on avait des temps de lancement. On s'imagine pas plus ça aujourd'hui pour des produits, mais des temps de lancement, voilà, où il fallait attendre quasiment un an pour se la mettre sous la dent, ou sous le sapin, en tout cas, en Europe. Donc ça, c'était... Et donc, pour vous resituer, septembre 1995, élection de Jacques Chirac, et la présidence de la République. Et c'était avant notre première victoire, en tout cas pour 3 d'entre nous, à la Coupe du Monde de football. Voilà. Certains attendent encore, mais nous, c'était évidemment 95. Voilà, super. Je vais quitter ce plateau. Donc ça, c'était juste pour resituer un petit peu. Bien sûr, oui. C'était évidemment essentiel de rappeler que je ne suis pas champion du monde. Pour rappel, Omar est belge, l'équipe qui a perdu contre nous en demi-finale. Et il perd tout le temps. Contre la France à chaque fois en fait. Mais la PlayStation 1, c'est évidemment d'abord des jeux mythiques, et je vous en ai préparé quelques-uns que l'on va voir. Est-ce que vous serez capable de les deviner? Bon, évidemment, j'ai pris les jeux les plus connus de la console, donc je pense pas que ce soit super compliqué. Pokémon, Effectivement, c'est Pokémon. Non, pas du tout. Donc c'est Metal Gear Solid de Konami, premier, enfin pas le premier jeu, mais jeu très connu de Hideo Kojima, qui a permis à la PlayStation 1 de s'inscrire dans une forme de ça y est, le cinéma arrive dans le jeu vidéo, grâce à ses graphismes ultra réalistes, bien sûr. Non, mais il y avait une super ambiance dans ces jeux-là en plus. Alors évidemment, non mais en vrai, alors pour de vrai, très bonne ambiance pour l'époque, très forte mise en scène, narration, scène cinématique, etc. Puisque ça va être, je vais en reparler un petit peu après, mais c'est la console de la 3D. Jeu suivant, est-ce que vous vous en souvenez de celui-ci? Pokémon, ouais. Alors ça, c'est Pokémon Mario 2, Kart, du coup, où ils sont partis dans une toute nouvelle direction. J'ai C'est joué, Mario mais j'ai Kart, plus- mais j'ai c'est plus Wipeout, non, c'est ça, ouais. Yep, C'est ça. c'est Wipeout, tout à fait, mais oui. sur la bande son de Prodigy, évidemment. Et on n'a donc, pas le son. non, On n'a pas les droits sans doute aussi. mais un jeu de course qui vous faisait aller dans c'était marrant, futuristique, qui vous faisait aller bien sûr à plus de, je sais pas, 400 km/h, quelque chose comme ça. Et bref, en tout cas, c'était très rapide. Bon, en réalité, évidemment, ça a très mal vieilli, mais à l'époque, c'était bluffant. Le jeu suivant, alors j'espère que le jeu suivant, vous l'avez. Honnêtement, et si tu me dis Pokémon, non, c'est pas Pokémon. Si, je l'ai, mais je l'ai plus.
Je vois, c'est pas Jack. Final Fantasy. Je sais plus. J'ai jamais joué à Final Fantasy. C'est Final Fantasy VII, qui est un des jeux les plus connus de la console. On reconnaît évidemment Cloud de dos avec son corps ultra photoréaliste également devant Barrett. Jeu écologiste avec un message fort pour la protection de la planète parce qu'on était dans les années 90, c'était avant qu'on résolve tous les problèmes du monde d'environnement et climatique, évidemment. C'était avant les accords de Paris. Tout le monde a joué à ce jeu et tout le monde s'est rendu compte de l'importance qu'il y avait à protéger la planète. Jeu suivant, également très politique puisque si vous connaissez les espèces en voie de disparition, eh bien elle adore terminer de les faire disparaître puisqu'on parle de Tomb Raider avec Lara Croft, là encore un jeu qui faisait rêver à l'époque pour penser que le cinéma arrive dans le jeu vidéo. On avait même eu une interview de Lara Croft dans je ne sais plus quel magazine dédié au cinéma. Exactement. Donc ils avaient fait une interview du personnage de Lara Croft parce que voilà, tellement elle était réaliste, bien sûr. Elle fait qui là en dehors les loups, alors elle tue les tigres, des loups, des dinosaures, des tigres. C'est une archéologue qui découvre qu'il y a des dinosaures encore en vie de nos jours et elle décide de les shooter. Évidemment. Toujours dans le respect, mais j'ai pas fait les. Toujours dans le respect des ruines qu'elle explore. Ah oui, évidemment, petit ami, ça a bien sûr. Je suis un grand fan de Uncharted, tu vois. Je peux pas accuser Lara Croft d'avoir détruit des trucs. Non, Tomb Raider, on est complètement dans. Mais c'est une femme. Et ça, c'était nouveau. Oui, c'était aussi à l'époque où on met en avant des protagonistes féminins, ce qui du coup aura démontré à toute une génération de joueurs qu'il n'y a aucun problème à avoir des protagonistes féminins dans les jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est là où on a réglé le problème. On a réglé aussi le problème. Exactement. Comme ce plateau le prouve d'ailleurs. Le jeu vidéo résout tous les problèmes. C'est la conclusion de cette chronique. Et alors l'avant-dernier, jeu. Alors celui-là, pareil. Ah ça je connais. Voilà. Alors j'ai pris évidemment celui de l'année le plus important. Puisqu'on est évidemment devant FIFA 98. FIFA 98. Et c'est là qu'on voit que ça n'a pas changé. Je crois que d'ailleurs c'est un match. Et pourtant tu l'achètes encore. Je l'achète tous les ans, mais c'est toujours la même chose et ça le vaut. Oui et non, parce qu'à l'époque FIFA c'était le jeu. Enfin je sais pas, en fait je connais plus le FIFA de joueur. Mais il me semble qu'à l'époque c'était le FIFA où tu pouvais depuis le but tirer, enfin depuis le goal, faire un but du goal adverse parce que c'était pas du tout. En vrai il y a des bugs aujourd'hui. Tu peux faire des trucs improbables. Hier je me suis pris un but, je vous le dis, jamais j'aurais dû le prendre. Vraiment jamais. Bon, et alors j'ai un dernier jeu à vous montrer, mais celui-là, à mon avis, ça va être plus difficile. Je pense que vous n'allez pas forcément vous en souvenir. C'est pas Driver, ça. Si, c'est Driver. Je m'attendais à ce que les gens disent GTA 6 il y a longtemps. Driver, c'était exceptionnel comme Driver pour les. C'est le premier jeu où j'ai essayé de respecter le code de la route. Exactement. Et alors, ça donnait quoi En fait, Driver, alors c'était pas vraiment un monde ouvert, surtout le premier épisode, mais c'était un peu un GTA avant l'heure, puisqu'on se baladait quand même dans une ville dans laquelle on pouvait choisir un peu les rues, et le but c'était de aller le plus vite possible dans le trafic d'un point A à un point B pour résoudre des missions. Donc on avait un peu les bases de ce qu'allait devenir après GTA à la génération suivante. C'est le 3, le 3 était déjà sur PS1 ou non GTA, c'est avec la PS2 que ça a décollé avec GTA 3. GTA 1, c'était vu du dessus, ça avait rien à voir. Mais une vue comme ça, un peu en 3D, c'est avec GTA 3 sur déjà. PS2. Donc du coup, Driver, pour le coup, avait pris les devants et la licence va péricliter quand GTA va arriver. Complètement. Mais voilà, c'était pour la petite dose de nostalgie. On a bien goûté à cette dose de nostalgie, mais du coup, juste comment Sony a fait en fait pour chambouler ce marché des consoles. Et en fait, oui, justement, qu'est-ce qui a fait le succès de cette PS? On dit PS1, on dit PS1, 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 PSX. Alors les gens PS1, qui disent... c'est la plus petite, non? Après, il y a une. La vraie, enfin en anglais, les gens disent PS1, mais effectivement, nous en France, la PS1, on lui a prêté ce nom-là pour la version miniaturisée. C'était la PlayStation 1 Slim. On l'a appelé la PS1 parce qu'il y avait écrit PS1 sur le boîtier, donc les gens en France ils l'ont appelé PS1 mais donc là ce qu'on a c'est vraiment la PlayStation 1 d'époque, la toute première, avec son magnifique lecteur CD, puisque tu me demandais qui a fait le succès de cette console. C'est avant tout son lecteur CD. C'était une des premières consoles à en intégrer un de base. Sur la génération précédente, la Super Nintendo et la Mega Drive, c'était un accessoire en plus à ajouter à ta console. Là, l'intégrer d'emblée et ça changeait tout, puisque développer des jeux sur cartouche, les jeux à l'époque étaient sur cartouche. Développer des jeux sur cartouche, ça coûtait très cher parce que les usines de cartouches, en gros, il n'y en avait pas 36 000.
alors que des usines de CD, on en a développé plein, et que le CD était un standard beaucoup plus ouvert que la cartouche qui passait obligatoirement par Sega et par Nintendo. Exactement. En réalité, il fallait surtout pas faire ça. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez des cartouches de Switch, il faut pas non plus les lécher. Oui, ça c'est bien précisé. Je confirme. Oui, c'est dégueulasse, c'est ça. Oui, ils ont fait exprès. Et on a fait d'ailleurs j'ai oublié le nom. Je ne réouvre pas cette parenthèse. Je me fais la pub. Non, je fais la pub. On a fait un article sur Numérama pour parler justement du matériau qu'ils mettent sur les cartouches, qui est le matériau le plus acide amer du monde. Voilà. Allez voir ça, c'est intéressant. Sur les piles aussi. Mais donc on a un lecteur CD, ce qui permettait déjà à la fois de lire des CD musicaux, ce qui en faisait une console aussi pour lire de la musique à domicile, puisqu'à l'époque évidemment on n'avait pas de lecteur MP3 et compagnie, mais évidemment de pouvoir avoir des jeux sur support CD, ce qui leur permettait d'avoir des scènes cinématiques, des graphismes en 3D, etc. Parce que ça prenait beaucoup plus de place que ce qu'une cartouche précise proposait. Le souci des CD, par contre, c'est de ne pas être inscriptible. On ne peut pas inscrire des données sur un CD qu'on trouve dans le commerce. La réponse à ça, c'est évidemment cet objet, la memory card. C'est dingue, hein, quand même. La memory card qui permettait de sauvegarder les données de ces jeux. Est-ce que vous savez quelle capacité de stockage a une memory card? Je vais me taire parce que j'ai la réponse d'avant. Je sais que la PS2 c'était 8 mégas. Exactement. La PlayStation c'était quoi? Et c'est beaucoup moins. C'est vraiment beaucoup moins. Parce que je lui ai dit, c'est de 2, 4, 8 mégas selon la memory card que tu avais. Mais ça, c'est la Play 2 en effet. Okay. Alors la PlayStation 1 officiellement, la seule memory card, parce qu'après il y avait des cartouches tiers, c'était installé chez Big Ben et compagnie, mais la memory card de Sony, c'est 128 kilooctets d'espace de stockage sur ce truc qui fait la taille, enfin pas la taille de ma main, mais qui est quand même assez imposant, qui est plus gros qu'une carte SD par exemple moderne. Rien que le logo de Unlock là, il est plus lourd. Effectivement. Et donc en termes officiels, ça faisait 16 blocs puisque les sauvegardes à l'époque prenaient des blocs et la plupart des jeux prenaient rapidement 2, 3, 4 blocs. Aujourd'hui, j'ai une Xbox de 1 teraoctet. Exactement. Je vous laisse faire le calcul pour savoir combien de memory card vous pouvez stocker là-dedans, mais ça fait beaucoup. Donc ça c'est le premier. Donc il y avait le CD. Il y avait la puissance, donc avec le fait de pouvoir enfin faire tourner des jeux en 3D. Donc ça, c'était évidemment important. J'ai noté quelques facts, mais surtout le fait que le GPU, alors à l'époque, on ne le calculait pas comme ça, mais la puissance de calcul, c'était 0,1 à 0,4 gigaflop. C'est-à-dire à peu près 41 750 fois moins puissant que la PS5 Pro, pour vous montrer un peu le progrès. Et on avait cette magnifique démo technique qui était l'affichage d'un T-Rex que l'on pouvait manipuler pour montrer que c'était du temps réel. Avant que Lara Croft ne débarque. Exactement. Donc ça, c'était la démo technique de la PS5 qui était livrée avec toutes les PS5. Vous aviez un CD de démo. Vous pouviez lancer cette démo et en fait, vous pouviez manipuler le dinosaure pour montrer que c'était vraiment du temps réel, que vous manipuliez la 3D, que c'était pas une scène cinématique. Fait par ordinateur. Et donc, on en arrive au troisième gros argument de cette PlayStation 1, qui était son super marketing, puisqu'on avait... alors, normalement, je vous ai préparé une publicité, si je ne m'abuse. Alors, est-ce qu'on peut la passer? Je suis peut-être allé un peu vite, j'avoue. J'ai dans les mains quelque chose de dangereux, pire, diabolique. Heureusement, je suis protégé efficacement contre les effets nocifs. C'est génial. Le Destruction Derby. Et vous, rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. C'est une pub du comité anti-PlayStation, puisque évidemment, donc la campagne de publicité officielle de Sony était tournée autour du fait que la PlayStation, c'était un peu la console interdite. C'était la console des adolescents et des adultes, contrairement à la console pour enfants, évidemment, de Nintendo. Donc sur PlayStation, vous alliez avoir des jeux comme Resident Evil, Silent Hill, les jeux d'action, Lara Croft, etc. Par opposition à Nintendo avec Super Mario et les couleurs toutes mignonnes. Et Pokémon. Pokémon. C'est bon, et donc, et puis ça surfait aussi sur la vague à l'époque des associations de défense des familles, puisqu'on était en pleine arrivée du manga en France, avec le Club Dorothée, avec Ségolène Royal qui voulait interdire les mangas, etc. Donc on était un peu dans cette vague-là où il fallait défendre les enfants. Donc PlayStation s'en était servi un peu pour se moquer de cette activité-là,
et pour faire la promotion de sa console qui, elle, est une vraie console pour ados et adultes. Chose que Sega avait déjà fait aussi un peu dans ce ton-là. Avec aussi le Sega, un peu, c'est plus fort que toi, Sonic, qui est beaucoup plus cool que Mario. Exactement. Bon, ça pour le coup, c'est vrai, mais en tout cas, voilà. Ça va lancer un débat dans le chat. Non, mais je pense que c'est un peu indéniable. Désolé, entre un plombier en salopette et Sonic. Non, alors absolument pas d'accord. Vraiment, on peut adorer les jeux Mario, mais sur le look des personnages, il y a juste pas débat, quoi. Mais donc, je ne m'attarderai pas. Déjà, il y en a un qui porte des baskets. Juste, je dis ça comme ça. Bah, vive Mario, vive Yoshi, vive... Voilà. Mais donc, et ce super marketing, il est arrivé dès l'annonce de la console, puisque ça, pour revenir rapidement à la genèse, et c'est un peu sur ça que je vais finir ma chronique. Sur la genèse de cette console, il faut savoir qu'à l'origine, c'est Nintendo qui a poussé en fait Sony à créer sa première PlayStation, puisque je l'ai dit, la PlayStation c'était la première console à avoir d'emblée un lecteur CD, mais à la génération précédente, celle de la Super Nintendo, il y avait déjà des accessoires qui permettaient d'avoir un lecteur CD. Et en fait, le lecteur CD de la Super Nintendo, à l'origine, ça aurait dû être Sony qui allait la proposer. Ça allait être la PlayStation en deux mots. Sauf que au moment où Nintendo est monté sur scène pour la conférence pour annoncer cette PlayStation, ils ont annoncé que leur partenaire ce n'était pas Sony mais Philips. Ils l'ont vraiment annoncé et Sony n'était pas au courant de ne pas avoir le contrat. Ah oui. Donc ça a été vraiment une trahison en temps réel. Alors on n'avait pas internet à l'époque, mais il faut imaginer quand même le truc. Voilà. Donc Sony qui se sent complètement trahi, d'autant que je sais plus la nationalité de Philips, mais en plus il y a un côté Sony et Nintendo sont japonais, il me semble que Philips c'est voilà. Ouais. Et du coup il y a un côté en plus de trahir pour une marque étrangère. Bon bref, vous imaginez bien le scandale que ça peut faire. Donc Sony énervé et Sony décide de néerlandais on me dit Philips. Voilà. Oui. Quoi, fake news. Sony décide de développer sa propre console de jeu. Et donc, Sony va lancer sa PlayStation quelques années suivantes, dans les mois qui suivent. Et pour l'arrivée en Occident, ils vont devoir à la fois donc rivaliser, on l'a dit, avec Nintendo, mais aussi avec Sega, qui sera en train de lancer sa Saturn. Et là, Sony, ils vont utiliser une astuce marketing qu'ils réutiliseront après contre Xbox beaucoup d'années plus tard. C'est l'annonce du prix, puisqu'on a une conférence... alors, j'ai la vidéo, mais je l'ai mis sans le son. Vous avez en gros une très longue conférence de Sony où il présente de façon très ennuyeuse volontairement les caractéristiques de la PlayStation 1. Puis vous avez cette personne qui monte sur scène. Voilà, on lui laisse la parole, il monte sur scène. Il va monter sur scène pour un discours le plus rapide du monde, puisqu'il va juste dire 299 et se barrer. Et ce 299, c'est le prix en dollars de la PlayStation 1, alors que Sega Saturn a annoncé, donc on parle de $300. Alors que Sega Saturn a annoncé $400 pour sa console de jeu quelques heures auparavant. Et donc Sony arrive sur le marché en coûtant $100 de moins, sachant que la Sega Saturn utilisait encore des cartouches, etc. Donc en gros, ils s'arrivent, on est meilleur que tout le monde, on coûte $100 de moins, vous allez nous acheter. Et ils vont écraser le marché. La Nintendo 64 va un peu marcher, mais va quand même vachement se planter par rapport à la PlayStation 1. Et ça, c'est déjà l'arrivée en masse, en force de Sony sur ce marché. Derrière, on aura l'arrivée de la PlayStation 2 au tournant des années 2000, où là, ils vont finir d'éradiquer la concurrence, puisque c'est la console la plus vendue de tous les temps. C'est la console la plus vendue de tous les temps, et qu'en face, la Xbox première du nom et la GameCube se vendront très mal, vraiment, à des proportions comme on n'en voit plus aujourd'hui en termes de dominance du marché. Ils avaient quelque chose comme 90% de part de marché sur cette génération-là de consoles de salon. C'est une console qui misera un peu sur les mêmes éléments que la PlayStation 1, puisque à la place du lecteur CD, vous aurez un lecteur DVD. Et ça servira de lecteur DVD dans beaucoup de foyers. Vous avez toujours les memory cards. Vous avez, c'est vrai que j'ai pas montré la manette, mais la manette de la PlayStation 1 d'origine qui pèse 3,5 grammes n'avait pas de joystick. Sur la PS2, vous aurez une DualShock avec vibration et stick intégrés de base. Il est très mal par contre. Ma manette de Play 2 à la maison est complètement fondue. Et donc la PlayStation 2 qui finira comme la console la plus vendue de tous les temps. Et je précise au passage, on a dit que c'était PlayStation avait été poussé sur le marché par Nintendo. Il faut savoir que si Microsoft s'est lancé sur le marché de la console de salon, c'est par l'arrivée de PlayStation. Et donc quelque part, si Nintendo n'avait pas trahi PlayStation, on n'aurait peut-être pas eu non plus Microsoft qui se serait lancé sur la console, parce qu'en fait Microsoft a eu l'ambition de pas vouloir laisser à PlayStation le fait de construire le PC du salon, parce qu'ils avaient peur que la PlayStation à terme devienne un PC. Et donc ne voulaient pas mettre en danger Windows, donc ils ont dit il nous faut absolument une console de jeu pour rivaliser avec PlayStation. Ce sera l'histoire de la Xbox.
Mais ça, ce sera pour une autre jour. Pour un autre jour. Une autre histoire. On nous dit dans les commentaires, en effet, parce que tu disais, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça avait fait drama et tout. Il y a des gens, j'ai plus le nom du pseudo. Ça a dû envoyer des fax de fou. Oui, c'est Samurai qui dit ça a dû envoyer des fax de fou. Donc pareil, on parlera du fax un jour. Oui, oui. Alors, super fun. Voilà, Ah oui, ça aussi. Voilà, C'était quelque chose. Ça. Sur des petites l'image et le stéréo. Ouais, voilà. C'est les câbles HDMI de l'époque. Le câble HDMI de l'époque qui s'appelle un câble Péritel pour les gens qui n'ont pas connu ça. Donc c'était très. Alors. Ce câble-là, c'était international, c'était la vidéo, le son à gauche et le son à droite. La vidéo, c'est le câble jaune, son rouge et blanc, c'est son à gauche, son à droite. J'ai jamais su quel câble faisait quoi. J'ai juste le blanc, c'est la gauche, la rouge, c'est la droite. Et jaune, c'est l'image. Le jaune, c'est l'image. Ah ouais. Donc le plus important, c'est de mettre le jaune. Et la Péritel, il fallait que les jaunes se branchent. Et le petit adaptateur, là, c'était pour le format Péritel, qui était le format franco-français, bien sûr. Et oui. Et petit dernier truc à vous montrer, c'est l'arrière de cette PlayStation 1. Hop là, si je le montre bien correctement. Qui avait plein de ports à l'arrière. On a un port d'alimentation, un port vidéo. Et on a aussi, ici, un port parallèle qui ne servira jamais. Et voilà, ça a été intégré, ça ne servira jamais par Sony. Ah, ils l'ont jamais utilisé. Ils l'ont jamais utilisé au final. Ça a été utilisé pour du développement, mais ça va jamais. Et il y a des pirates et tout qui ont pu l'utiliser derrière, mais en réalité, mais ça n'a jamais servi officiellement. Et on a un port série juste à côté. Le port série, il servira à connecter des PlayStation entre elles pour jouer en réseau, bien sûr. Parce qu'on est à une époque avant Internet. Il n'y avait pas encore la Freebox Wi-Fi 7, donc du coup, exactement. Ça ne marchait pas. Voilà. Et ça fait réagir en tout cas dans le chat. Et d'ailleurs, si vous voulez participer au chat, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour participer et pour discuter avec toutes les personnes qui sont en train de se prendre un coup de vieux ou de redécouvrir un petit peu la technologie d'avant.